Histoire numéro 6 des nouvelles de L.M. Montgomery de 1902 à 1903. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous les enregistrements LibriVox sont dans le domaine public. Pour plus d'informations ou pour devenir bénévole, veuillez visiter LibriVox.org. Enregistrement par Tana les Nouvelles de Lucy Maud Montgomery, 1902-1903. Par Lucy Maud Montgomery, l'histoire de Davenport. C'était un après-midi pluvieux et nous avions passé le temps à raconter des histoires de fantômes. C'est une très bonne activité pour un après-midi pluvieux et c'est un moment bien meilleur que la nuit. Si vous racontez des histoires de fantômes après la tombée de la nuit, elles risquent de vous rendre nerveux, que vous l'admettiez ou non. Et vous rentrez discrètement chez vous, montez les escaliers, terrifié, et vous déshabillez dos au mur pour éviter d'imaginer quelque chose derrière vous. Nous avions chacun raconté une histoire et eu l'habituel lot de bruits étranges, d'avertissements de mort, de spectres drapés, etc., à travers tout le catalogue des horreurs. De quoi satisfaire tout amateur de fantômes raisonnable. Mais Jack, comme d'habitude, était insatisfait. Il a dit que nos histoires étaient toutes de seconde main. Il n'y avait pas un homme dans la foule qui avait jamais vu ou entendu un fantôme. Toutes nos soi-disant histoires authentiques nous avaient été racontées par des personnes qui avaient cette histoire d'autres personnes qui avaient vu les fantômes. On n'obtient aucune information de cela, dit Jack. Je ne m'attends jamais à aller aussi loin pour voir un vrai fantôme moi-même, mais j'aimerais voir et parler à quelqu'un qui l'a fait. Certaines personnes semblent avoir le don de voir leurs souhaits réalisés. Jack est de cette catégorie. À cet instant précis, Davenport fit son entrée avec calme, et en apercevant la situation, suggéra de narrer une histoire de fantôme. Quelque chose qui était arrivé à sa grand-mère, ou peut-être à sa grand-tante, je ne me souviens plus exactement. C'était une très bonne histoire de fantôme, comme le sont les histoires de fantômes, et Davenport l'a bien racontée. Même Jack l'a admis, mais il a dit que c'était aussi de seconde main. Avez-vous déjà vécu une expérience fantomatique vous-même, mon vieux? Davenport joignit ses doigts de manière critique. Me croiriez-vous si je disais que j'en ai eu une? Demanda-t-il. Non, dit Jack sans rougir. Alors, cela ne servirait à rien que je le dise. Mais tu ne veux pas dire que tu en as vraiment eu un jour? Évidemment, je ne suis pas tout à fait certain. Un truc étrange est arrivé une fois, je n'ai jamais pu l'expliquer de manière pratique. Vous voulez en entendre parler? Bien sûr que nous l'avons fait. C'était excitant. Personne n'aurait jamais soupçonné Davenport de voir des fantômes. C'est assez classique, commença-t-il. Les fantômes manquent d'originalité, mais c'est de première main, Jack, si c'est ce que tu veux. Je suppose qu'aucun d'entre vous ne m'a jamais entendu parler de mon frère Charles. Il avait 2 ans de plus que moi et était un type calme et réservé, pas du tout démonstratif, mais avec des affections très fortes et profondes. Quand il a quitté l'université, il s'est fiancé à Dorothy Chester. Elle était très belle et mon frère l'adorait. Elle est morte peu avant la date prévue pour leur mariage. Et Charles ne s'est jamais remis du choc. J'ai épousé la sœur de Dorothy, Virginia. Virginia ne ressemblait en rien à sa sœur, mais notre fille aînée ressemblait étonnamment à sa tante décédée. Nous l'avons appelée Dorothy et Charles lui était dévoué. Dolly, comme nous l'appelions, a toujours été la fille de l'oncle Charlie. Quand Dolly avait 12 ans, Charles est allé à la Nouvelle-Orléans pour affaires, et là-bas il a attrapé la fièvre jaune et est mort. Il a été enterré là-bas. Et Dolly a presque brisé son cœur d'enfant à cause de sa mort. Un jour, 5 ans plus tard, quand Dolly avait 17 ans, j'écrivais des lettres dans ma bibliothèque. Ce matin-là, ma femme et Dolly étaient parties pour New York en route pour l'Europe. Dolly allait à l'école à Paris pour 1 an. Les affaires m'ont empêché de les accompagner même jusqu'à New York, mais Gilbert Chester, le frère de ma femme, les accompagnait. Il devait embarquer sur l'Aragon le lendemain matin. J'avais écrit de façon soutenue pendant environ 1 heure. Finalement, fatiguée, j'ai posé mon stylo. En m'appuyant sur le dossier de ma chaise, j'étais sur le point d'allumer un cigare, quand une impulsion inexplicable m'a fait me retourner. J'ai laissé tomber mon cigare et me suis levée d'un bond, stupéfait. Il n'y avait qu'une seule porte dans la pièce et je l'avais toujours eue en face de moi. J'aurais pu jurer que personne n'était entré dans la pièce.
Pourtant, là, debout entre moi et la bibliothèque, se tenait un homme. Et cet homme n'était autre que mon frère Charles. Il n'y avait aucun doute. Je le voyais aussi clairement que je vous vois. C'était un homme grand, assez corpulent, avec des cheveux bouclés et une barbe blonde bien taillée. Il portait le même costume gris clair qu'il avait porté en nous disant au revoir le matin de son départ pour la Nouvelle-Orléans. Il ne portait pas de chapeau, mais portait des lunettes et se tenait dans son ancienne attitude favorite, les mains derrière lui. Je veux que vous compreniez qu'à cet instant précis, bien que j'étais extrêmement surpris, je n'étais pas du tout effrayé, car je n'ai pas un instant pensé que ce que je voyais était un fantôme ou une apparition quelconque. La pensée qui a traversé mon esprit perplexe était simplement qu'il y avait eu quelque part une erreur absurde, et que mon frère n'était jamais mort du tout. Mais il était là, vivant et en forme. J'ai avancé rapidement vers lui. « Bon sang, mon vieux !» J'ai exclamé. « D'où diable viens-tu? Pourquoi nous pensions tous que tu étais mort? » J'étais près de lui quand je me suis arrêté brusquement. D'une manière ou d'une autre, je ne pouvais plus faire un pas de plus. Il ne fit aucun mouvement, mais ses yeux regardaient droit dans les miens. « Ne laissez pas Dolly naviguer sur l'Aragon demain. » Il a dit lentement et clairement, je l'ai entendu distinctement. Puis il était parti. Oui, Jack, je sais que c'est une façon classique de finir une histoire de fantôme, mais je dois te dire exactement ce qui s'est passé, ou du moins ce que je crois. Un moment il était là, et l'instant d'après il ne l'était plus. Il ne m'a pas dépassé, ni n'est sorti par la porte pendant quelques instants. Je me sentais étourdi. J'étais bien éveillé, et j'avais toute ma tête, autant que je pouvais en juger. Et pourtant, toute cette histoire semblait incroyable. Effrayé? Non, je n'avais pas conscience d'avoir peur. J'étais simplement perplexe. Dans ma confusion mentale, une pensée se démarquait. Dolly était en danger d'une certaine manière, et si l'avertissement venait vraiment d'une source surnaturelle, il ne devait pas être ignoré. Je me suis précipité à la gare et après avoir d'abord télégraphié à ma femme de ne pas embarquer sur l'Aragon, j'ai découvert que je pouvais prendre le train de 17h15 pour New York. J'ai pris cela avec la conscience tranquille que mes amis penseraient certainement que j'avais perdu la tête. Je suis arrivé à New York à 8h le lendemain matin et je suis allé directement à l'hôtel où étaient ma femme, ma fille et mon beau-frère. Ils étaient très perplexes à cause de mon télégramme. Je suppose que mon explication était vraiment bancale. Je sais que je me sentais vraiment comme un imbécile. Gilbert s'est moqué de moi et a dit que j'avais rêvé toute l'affaire. Virginia était perplexe, mais Dolly a accepté l'avertissement sans hésitation. « Bien sûr, c'était oncle Charlie, » dit-elle avec assurance. « Nous ne naviguerons pas sur l'Aragon maintenant. » Gilbert a dû céder à cette décision avec réticence, et l'Aragon a navigué ce jour-là avec 3 passagers prévus en moins. Eh bien, vous avez tous entendu parler de la collision historique entre l'Aragon et la Start dans le brouillard, et de la terrible perte de vie qu'elle a causée. Gilbert n'a pas ri quand la nouvelle est arrivée, je vous assure. Virginia et Dolly ont pris le Marseille un mois après et ont atteint l'autre côté sans encombre. C'est toute l'histoire, les garçons. La seule expérience de ce genre que j'ai jamais eue, conclut Davenport. Nous avions beaucoup de questions à poser et plusieurs théories à avancer. Jack a dit que Davenport l'avait rêvé et que la collision de l'Aragon et de l'Astarte était simplement une coïncidence frappante. Mais Davenport se contenta de sourire à nos suggestions, et comme le temps s'éclaircissait, vers 3h, nous ne racontâmes plus d'histoires de fantômes. Fin de l'histoire de Davenport, voilà.